Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Winter is coming. Sorry pour l'accent, French touch oblige. Alors non, pas besoin de présenter l'homme au mille skate et une casquette, à la fois DJ, compositeur, entertainer, éditeur, producteur, bref. Plus besoin de présenter celui qui fut notamment, plus d'une dizaine d'années, le manager des Daft Punk, mais aussi, depuis 2003, le fondateur d'Headbanger, l'incontournable label électro, des fameux Justice, Cassius, Breakbot, Sébastien ou encore Mid, pour ne citer qu'eux. Mais qui connaît les premiers pas et atouts de ce touchant touche-à-tout parisien? Oui, qui connaît la trajectoire à 360, flip et degrés, de ce Pedro devenu padré, bien décidé à transmettre son éternel et authentique envie de rendre les gens heureux. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Pedro Winter. Bonjour Pedro. Salut Romain, très belle introduction. Je vais la garder, hein. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Allons Enfants, musicalement, ça t'inspire quoi? J'imagine que les très autres ont dû répondre la même chose. Non, pas la Marseillaise. Eh bien, moi, ça m'inspire la Marseillaise, ça m'inspire l'idée de mouvement, l'idée de faire ça en groupe. J'aime bien le côté pluriel de Allons Enfants. Mais voilà, ça m'inspire une plongée dans notre enfance, qui est un lieu et un endroit que je chéris, que j'adore, et qui est pas si loin, finalement, de ma réalité d'aujourd'hui d'homme de 46 ans. Eh bien, on va recommencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es donc né le 21 avril 1975. Dans le 21 avril 2002, date à marquer dans les agendas. Non, je déconne. C'était 2002, la fameuse année Le Pen au deuxième tour? C'est le 21 avril. C'est pour ça, à chaque fois, tout le monde... C'est la mort de Prince et Le Pen au deuxième tour. Bon, bref. 21 avril. Un très beau jour en 1975. Là, c'était mieux. C'était dans le 16e arrondissement de Paris. C'était un lundi. Que peux-tu nous dire de plus sur ce jour de ta naissance? Je m'en souviens pas. Voilà, je peux te dire que je m'en souviens plus vraiment. Non, c'est un jour assez chouette parce que c'est pas loin de Pâques. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que c'était un jour génial parce que c'était au même moment que le festival Coachella à Palm Springs, donc plutôt un endroit agréable pour le fêter. Et c'est tout. Et je peux te dire que c'était il y a 46 ans. Voilà à peu près les infos que je peux te donner sur ce 21 avril. Eh bien, évidemment, ce jour-là, quelqu'un s'en souvient très bien. Il est né vers 17h, je crois, en fin de journée. Et c'est un petit garçon qui a été impatient de venir au monde. C'était mon second. Et les choses se sont passées très très vite et très bien. Et j'étais ravie d'avoir un deuxième garçon. Eh ben moi, je suis ravi d'avoir comblé mes parents et surtout d'avoir épargné à ma mère de longues heures d'attente. Il semblerait que l'envie de découvrir le monde était là, hein. Est-ce que ça, c'est pas déjà un premier signal? T'avais envie d'aller très vite et que ça soit efficace. Je laisse ça à Françoise Dolto, je laisse ça aux professionnels. Je sais pas, en tout cas, une chose indéniable, oui, ça c'est sûr que j'aime la vie et mes activités, mes passions le prouvent, quoi. Alors ton identité exacte, c'est Pierre Bernard Winter. Pourquoi? Alors, pas vraiment, c'est marrant. En fait, c'est Jean Bernard, qui est le nom de mon parrain, mais que mon père a oublié de déclarer au moment où il a fait ma carte d'identité. Donc finalement, mon deuxième prénom composé Jean Bernard a complètement disparu. Pour aller même plus loin dans des anecdotes très personnelles, mon père s'est trompé et m'a filé en deuxième prénom le deuxième prénom de mon frère, Alexandre. Donc j'ai des papiers où il y a marqué Pierre-Alexandre Winter, alors que Alexandre, c'est le deuxième prénom de mon grand frère Thomas. Bon bref, que d'histoire. Là, on va aller fouiller, on va dans les catacombes, là. Ah, tu tombes bien, on va en reparler. Mais entre-temps, j'aimerais encore quand même la version de maman. Mon grand-père s'appelait Pierre, j'adorais. Son grand-père maternel s'appelait Pierre aussi. Et c'est un prénom qu'on aimait beaucoup avec son père parce qu'il était court et parfait. Bernard, je crois que c'était le prénom de son parrain. C'est pas je crois, c'était le prénom de son parrain qui s'appelait Jean Bernard. Et du coup, qui continue à l'appeler Pierre? Il y a que moi. Et il me dit, maman, je t'en prie, quand tu parles de moi, ne dis pas Pierre, dis Pedro, parce que les gens me connaissent sous le nom de Pedro et non de Pierre. Mais bon, c'est mon fils, hein. Je l'appelais Pierre. Et quand je dois l'appeler, j'essaye de dire Pedro quand même. Pour pas le contrarier.
Non, mais c'est bien. Alors, pour le coup, ça me contrarie pas du tout. C'est marrant qu'elle le prenne comme ça. Parce que, non, au contraire, je trouve ça assez sain et beau et naturel que ma mère m'appelle Pierre, puisque mais c'est la seule, par exemple, il arrive quelquefois, les gens lisent sur Wikipédia, Pedro Pierre Winter, et des gens que je rencontre à droite, à gauche, des gens qui écoutent notre musique, par peut-être envie d'être proche, m'appelle Pierre. Et effectivement, je me retourne pas instinctivement quand on m'appelle Pierre, à part quand c'est le son de la voix de ma mère. Mais Pedro, non, ça y est, c'est collé à la peau depuis 1980. Alors ça, il faudrait revoir, mais je pense quand mon père et mon frère habitaient au Venezuela, donc c'était dans les années 85. Ouais, donc ça fait un bail, hein. Mais ça doit faire 30 ans qu'on m'appelle Pedro, quoi. Alors Pedro, on va replanter un peu le décor, d'accord ? Tu es né le 21 avril 1975, soit 4 jours avant la mort étrange de Mike Brandt. Un mois d'avril 1975 qui a vu également naître les Sex Pistols, le magazine Fluide Glacial ou encore Microsoft. Cette année-là, non sans peine, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est présentée par Simone Veil et promulguée en France. Cette année-là, sous le pseudonyme d'Émile Ajar, Romain Gary décroche le prix Goncourt avec La vie devant soi. Côté cinéma, Vol au-dessus d'un nid de coucou est couronné aux Oscars, alors que Bébel triomphe dans les salles avec Peur sur la ville. Côté sport, le Français Bernard Thévenet remporte le 62e Tour de France, qui pour la première fois termine sur les Champs-Élysées. Alors que dans le même temps, Björn Borg s'impose pour la 2e année consécutive au tournoi de Roland-Garros. Enfin, côté musique, l'été indien de Joe Dassin tourne en boucle sur toutes les radios françaises, tandis que Bob Marley chante No Woman, No Cry et que Kraftwerk déboule avec son planant Autobahn. À ton avis, quel événement a plus particulièrement marqué tes parents ? Waouh, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Qu'est-ce qui les a marqués ? Alors là, j'en ai fiche trop qu'une idée. Et je suis impressionné. Alors là, je reviens, je fais un gros parallèle entre ce que tu racontes et la vie d'aujourd'hui. J'ai vu hier le film d'Audrey Diwan, l'événement justement sur ces femmes qui se sont battues, en tout cas pour l'IVG. Et c'est fou de savoir que c'est en 75, quoi. J'avais pas percuté sur la date, donc ça fait pas si longtemps que ça que ce droit à l'avortement est arrivé, a été gagné. Donc je me dis que c'est quand même un marqueur fort pour notre société, un marqueur fort pour les femmes, pour nous les hommes aussi, puisque c'est un combat à mener ensemble. Donc je sais pas, j'ai envie de me dire qu'un truc aussi politique et important a peut-être marqué mes parents. En tout cas, je l'espère. Après, à moins que tu me dises la mort de Mike Brandt, et là d'un coup les espoirs tombent. Le truc un peu la réponse, Romain. Non, effectivement, ta maman avait une affection particulière pour Simone Veil et a été marquée par cet événement majeur de l'année 75. On va juste en profiter pour transition, pour aller sur le sujet de tes parents. Ton père, Jean-Pierre Winter, homonyme d'un illustre sociologue. Souvent, les gens s'amusent à taper Jean-Pierre Winter, ils vont voir un mec chevelu un peu foufou, et ce n'est pas mon père, mais c'est un mec brillant, l'autre Jean-Pierre Winter. Mais mon Jean-Pierre Winter, je te laisse aller jusqu'au bout, tout aussi brillant. Brillant également, grand voyageur, passionné de bateaux, profil plutôt original, un homme qui d'ailleurs changea plusieurs fois de métier dans sa vie, à la fois attaché culturel à l'ambassade du Canada en France, mais aussi chauffeur de bus au Venezuela, puis même kiosquier à Paris. En règle générale, quel type d'homme et de papa était-il et que penses-tu avoir hérité de lui ? Alors j'ai pas grandi avec mon père, puisque mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans, mais j'ai un souvenir assez génial de tous mes week-ends passés avec mon père. C'était une espèce de bulle de liberté. Alors on faisait pas ce qu'on voulait, mais il y avait quelque chose comme ça de différent. Il y avait effectivement la vie chez ma mère et chez mon père, la campagne, les amis, les fêtes. Mes parents d'ailleurs, mais mon père particulièrement était assez doué pour organiser des fêtes chez lui. Et je pense que ça, j'ai dû l'absorber à la fois au tout début, très enfant, chez mon père, et un peu plus adolescent chez ma mère de par son métier. Mais voilà, et après, effectivement, l'amour des voyages. Moi, il m'a offert sur un plateau le Canada, ce magnifique pays, nos cousins québécois. Il est parti aux 4 coins du monde, justement au service du Canada, quand il était attaché culturel et ensuite remarié à une diplomate canadienne.
Et donc, mon frère l'a suivi au Venezuela, au Pérou et au Canada. Et moi, le petit frère, j'allais les voir pendant les vacances. Et effectivement, le fait de pouvoir découvrir comme ça d'autres cultures quand t'as 10 ans, t'es une éponge, je pense qu'effectivement, ça a été un atout dans mon éducation. Alors, ta maman, qu'on a entendue, Dominique Thomas, né à Lyon, d'un père qui travaillait, lui, dans les travaux publics et qui, du coup, les a emmenés aussi à pas mal voyager. Ta maman qui a vécu notamment au Maroc, en Algérie ou encore en Turquie. Une femme à l'esprit bohème, curieuse des autres et curieuse de tout, et qui a d'ailleurs occupé pendant une 20aine d'années un poste de responsable des relations publiques chez RTL. Là aussi, comment décrirais-tu ta maman et en quoi tu lui ressembles ? Éponge totale, j'ai absorbé tout le meilleur, je pense, de son métier, la facilité de rencontrer, la facilité d'écoute des gens, puisque rencontrer des gens, c'est bien, mais savoir les écouter, c'est encore mieux. Être là, à créer, proposer, mélanger, faire des choses. Il s'est passé plein de choses pendant ces années à RTL. Et effectivement, pareil, là, moi, très jeune ado, donc entre 10 et 15 ans, j'arrive dans cet univers rue Bayard, avec cette façade de Vasarely. Les studios, c'était avant la transition, encore une fois, que ce soit des transitions technologiques, mais même au sein du groupe RTL et les mouvements de toutes les chaînes différentes. Donc il y avait encore ce vieil esprit, en tout cas, à RTL. C'était pas encore ce qu'on appelle la radio moderne, disons. Et donc moi j'étais fasciné de voir ces micros, ces journalistes derrière ces grandes vitres, le côté feutré des studios. J'ai eu la chance de l'accompagner à plein d'événements. Les premiers Johnny Hallyday, les premiers concerts à Bercy, des choses comme ça. Et effectivement, quand tu as 10-12 ans, tu vois ça avec un regard et un œil très particulier. Il n'y a pas de jugement. Je pouvais très bien aller voir Julie Pietri à l'Olympiade et certaines casseroles, mais le décorum, le fait de voir des gens jouer des instruments sur scène et tout ça, ça te remplit, ça te fascine. Et je pense que inconsciemment, et ça c'est je laisserai un psychologue, Françoise, étudier tout ça, mais je pense que effectivement tout ça, ça m'a nourri, inspiré, et certainement c'était les petites étincelles qui ont fait que 20 ou 30 ans plus tard, je décide d'en faire mon métier, quoi. Parce que comme tu l'as dit, tes parents se sont séparés assez tôt, mais l'un comme l'autre t'ont proposé un rapport à la culture, un rapport à l'éveil, les sensibilités musicales, artistiques. Il y avait une véritable intention d'éveil culturel. Ouais, c'est quelque chose qui s'est fait de façon assez naturelle de par leur métier. Ma mère chez RTL dans des événements, des concerts, des rencontres, et mon père, donc quand j'étais petit, moi, il était au service de la culture canadienne. Donc il organisait des expos sur les peintures inuites de nos amis du Manitoba, tel chanteur québécois qui venait faire un récital pour enfants au centre culturel canadien aux Invalides. Donc il y a eu des choses, et petite anecdote que j'ai, un souvenir très précis et très puissant. Mon père habitait rue aux Ours à Paris, et la rue aux Ours, c'est une rue qui est perpendiculaire à Beaubourg. Et donc moi, Beaubourg, donc on est dans les années 80, et Beaubourg avec mon grand frère, c'était un endroit où on était obligé de passer devant parce que mon père habitait là, et donc on allait voir. Et à l'époque, Beaubourg, sur le parvis de Beaubourg, il y avait des cracheurs de feu, du cirque, il y avait des milliards il s'y passait plein de choses. Et on allait aussi voir des expos sans arrêt, puisque c'était vraiment à 2 mètres de chez lui. Donc j'ai aussi un attachement particulier à Beaubourg. Alors tu viens de l'évoquer, ton frère, Thomas, né en 1971, de 4 ans ton aîné. Voilà comment il décrit son petit frère chéri. C'est un enfant calme, propre, gentil, blondinet aux yeux bleus. Et puis à côté, tu avais le brun aux yeux bruns, un peu plus ténébreux. Le yin et le yang. Ah il a tout dit. Il a tout dit, mon frérot. Mais mais j'espère, après, encore une fois, c'est toujours délicat de parler de soi, mais j'espère, en tout cas, c'est ce qui rend heureux nos parents, le fait d'avoir finalement 2 enfants complètement différents, mais compatibles. L'image du yin et yang est assez parfaite pour nous décrire. Et moi, j'aime vraiment, c'est important, en tout cas, dans un équilibre familial aussi, il n'y a pas de rapport de supériorité ou d'infériorité. Le yin et le yang, tu le mets dans n'importe quel sens. Et il n'est pas question de plus ou moins de réussite. En tout cas, moi, ça n'a jamais été le propos dans tout ce que j'ai fait. Et parce que, tout simplement, et en toute honnêteté et réalité, moi, j'aurais pas
eu cette ouverture d'esprit, cet amour pour la musique sans mon grand frère, sans lui comme explorateur, comme guide, et c'est lui qui a ouvert les portes avant moi, et il m'a, c'est grâce à lui, moi je le répète, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, j'ai tout découvert par le prisme du grand frère. Alors ça, je pense que c'est dans beaucoup de familles le cas. Moi, j'étais fasciné par mon frère, rentrer dans sa chambre. On avait la chance d'avoir chacun nos chambres. Sa chambre, c'était un autre univers. Et peu de gens le savent parce que il est moins médiatisé que moi, même s'il est encore plus talentueux, mon grand frère. Mais il a un don d'écriture. Il a fait 2 albums qu'on a sortis, je sais plus, il y a une dizaine d'années avec Virgin à l'époque. Mais sa chambre, c'était, moi, je rentrais là-dedans et je m'inspirais, quoi. Finalement, là, en parlant, effectivement, ça a permis, je pense, de tailler un peu et déguiser mon appétit pour l'art graphique, la musique. Tu peux nous la décrire, justement, cette chambre ? Sa chambre, c'est simple, les murs étaient remplis du sol au plafond, de dessins que lui faisait, des dessins plutôt sombres, beaucoup d'autoportraits, comme plein d'artistes d'art brut qui sont habités. Je pense que ça, c'est un rapport aussi à l'art, spécialement dans l'art brut, dans les gens qui ont des visions un peu différentes. Voilà, truffé de bibelots. Mon frère a voyagé notamment donc avec mon père à l'époque. Donc il y avait un drapeau de tel, alors je sais plus si c'était du Québec ou encore une fois du Nouveau-Brunswick, mais je me souviens en tout cas, on avait des drapeaux de toutes les régions du Canada. Et voilà, donc des choses comme ça, des disques, en veux-tu, en voilà, il y avait vraiment plein de disques. Ça, c'est notamment au Venezuela où il s'était fait une belle collection de disques. Un rat dans une cage, il adorait les rats, ce qui plaisait moins à ma mère. Et en tout cas, c'était une chambre, voilà, ça sentait l'encens, si ça sentait pas la bœuf. Et donc, il y avait c'était certainement pas une zone de non-droit, mais c'était sa zone. Et effectivement, petit frère, tu rentres là-dedans et t'as envie de te frotter un peu au grand. Mais c'est vrai que c'est marrant quand il dit que j'étais le petit propret aux yeux bleus et le petit blond. Et ça, c'est sûr et certain que ma chambre avec ma mezzanine et mes 3 posters sur le mur était un peu plus rangée, quoi. Parce que du coup, oui, on traverse le couloir, on ouvre la tienne et là, il se passe quoi ? Là, quand on avait nos 2 chambres, là, alors, il y a eu un grand gap quand même où on n'a pas habité ensemble. Parce qu'il est parti de la maison, il avait 10 ans. Non, moi, j'avais 10 ans, lui 14. Et on s'est retrouvés, je sais pas, un peu moins de 10 ans après, dans le 19e. Donc moi, je suis jeune ado, je commence. Alors il y a le début des raves et tout ça. Donc moi, j'ai un mur rempli de flyers de techno, et lui, il est à côté, il est Bob Marley, Raga, et il va dans les sound systems écouter Tonton David et compagnie. Donc c'est 2 univers assez différents. Mais ouais, effectivement, c'est pas le même. On n'est pas sur le même tempo, et c'est plutôt normal. Je pense à cet âge-là, quoi. Ton frère, ça a donc été une forme de modèle, de quelqu'un qui osait, qui taguait, qui était dans un esprit vraiment d'y aller à fond et qui avait peur de rien. Et toi, t'étais là un petit peu à suivre, à prendre les marqueurs, comme tu dis. Ouais, lui, pour le coup, il est sans limite. Et sans limite, alors il y a des côtés positifs, d'être à fond, de tout essayer, de pas avoir peur et quitte à dépasser justement certaines limites qui font que soi-disant on suit une ligne pour évoluer et grandir. Mais effectivement, moi j'étais peut-être un peu plus peureux. De temps en temps, je pense que je me suis inspiré de lui pour un peu justement me bousculer, me dépasser. Et finalement, de temps en temps, tu te rends compte qu'il faut un tout petit peu laisser aller pour découvrir quelque chose auquel tu t'attendais pas. Donc moi, ça a été le cas peut-être avec les musiques électroniques, se dire tiens, ok, je vais prendre un bus porte de Versailles et me retrouver dans une champignonnière, je ne sais où, pour aller voir tel ou tel DJ. Effectivement, sur le papier, je me serais dit ouais, non, peut-être que j'y vais pas. Et en fait, j'ai été et puis j'ai adoré, quoi. Bon, ta maman voulait savoir si tu l'avais accompagné aux catacombes, mais je sais pas si tu veux. Les catacombes, non. Alors, non. Mais pour le coup, ça, j'ai aucun. Pareil, là, il faut une certaine forme de courage que je n'ai pas, parce qu'il faut juste préciser qu'il n'allait pas dans les catacombes à d'Enfer-Rochereau, où nos amis touristes font la queue. Non, eux, ils allaient dans des catacombes. En fait, ils ouvraient des bouches. Il y avait quelques bouches comme ça d'égouts dans Paris que les cataphiles connaissent bien, et ils descendaient là-dedans et ils revenaient le lendemain matin à 8h du mat avec des yeux. Je vous laisse deviner. Injecté de sang. Et rempli de boue, et il sonnait à la maison, j'ai oublié mes clés, ou des trucs comme ça.
Et donc, moi, effectivement, pareil, ça me fascinait de me dire, mais le mec va dans les entrailles de Paris, rencontrer une faune qu'on voyait seulement dans Actuel ou je ne sais quel magazine. Mais il y a un monde parallèle, qu'est-ce qui se passe en dessous? Il y a des messes noires ou je ne sais quoi. Mais en fait, voilà, c'était à la fois, je pense, un truc, un espèce de voyage initiatique pas si loin, parce que c'est 20 mètres en dessous de nous, mais où là aussi, à la recherche d'une liberté totale, d'un abandon des règles, de la rencontre des drogues, des gens, du graffiti, de tout ce que tu veux. Mais donc non, moi j'ai pas eu ce courage-là, ouais. Qui dit enfance dit école. Là, on va y passer, j'ai envie de dire presque assez rapidement. C'est pas une grande histoire d'amour. T'es un élève correct, mais c'est pas un truc qui t'éclate, quoi. Ouais, je pense que je fais pas partie en tout cas, ça n'a pas collé sur le modèle de l'éducation nationale n'a pas fonctionné sur le petit Pierre. Et pour tout vous dire même, il y a pas très longtemps, j'ai ouvert un classeur où j'ai retrouvé pas mal de mes bulletins et tout. Et ça m'a foutu un peu la loose, donc je les ai jetés, je les ai pas gardés, parce que j'étais un élève médiocre, et ça fait pas très plaisir à lire et à l'ego. Après, mon ego va très bien, parce que je m'en suis plutôt pas mal sorti, et j'espère réussir à aligner 3 mots. Mais effectivement, je me suis rendu compte, oh là là, mais quel cancre, limite. Mais effectivement, alors, cancre, et en même temps, j'étais au bout. J'ai été jusqu'au premier palier du baccalauréat, mais en fait j'ai adoré la pension, parce que j'étais en pension à Issy-les-Moulineaux, ouais. Et ça, j'ai aimé le cadre, parce que je pense que j'étais un élève qui avait besoin, en tout cas j'étais un enfant qui avait besoin un peu d'être recadré, et donc dans la vie ça fait pas de mal. Par exemple, j'ai aucun souvenir d'un prof qui m'a ébloui, c'est assez dingue. Mais par contre, je suis assez friand, là j'adorerais me replonger dans des livres d'histoire, ou me dire, tiens, j'aimerais bien... Mais ouais, je pense que le système n'est pas adapté à tout le monde, quoi. L'autre grande passion de ton enfance, c'est le skateboard, qui va quand même occuper une place très importante. Une passion que tu découvres quand tu as 14 ans. Tu es allé au Trocadéro, tu commençais à côtoyer des jeunes skateurs parisiens, dont Martin, qui était apparemment la légende du ballet de Tokyo, ou encore Stéphane, aka Bob. Bob, oui, Bobby. Autre légende, hein. Eh ben, on va écouter une légende, tiens. Il avait un style propre à lui. Il faisait tout le temps des flips. C'était un peu le pitre. Le mec, il faisait tout le temps en rire, avec parfois pas mal de culot, d'audace. C'était le genre de mec qui n'hésitait pas, à 14 ans, à faire des blagues à voix haute dans le bus. Il était toujours vachement content quand les autres réussissaient une figure ou un truc. C'est un mec qui a jamais été jaloux de sa vie et qui a toujours été hyper enthousiaste pour les autres. Limite le meilleur pote à avoir quand tu fais du skate, quoi. Ah, c'est beau, ça. Mais alors, c'est incroyable qu'il dise ça, mon ami Bobby. Moi, j'ai toujours dit que ma réussite professionnelle, notamment avec Ed Banger, elle vient du succès des artistes pour lesquels je travaille. Moi, c'est pas une réussite personnelle. Donc effectivement, ça rejoint finalement ce que lui raconte, et particulièrement dans le skate dans ces années-là à Paris où on était des bandes. Et effectivement, ce qui était sain et ce que j'aime dans cette culture, c'est qu'il n'y a pas il y avait pas de compétition entre nous, mais il y avait plutôt une émulation, il y avait une motivation. Et effectivement, dans la bande, alors disons qu'on était 10, il y en a un qui est très 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 fort, qui est au-dessus du lot parce que il a un don, c'est la vie. À côté, il y a celui qui est plus animé par l'image, donc il va sortir son appareil photo, sa caméra, c'est les débuts, les prémices. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On n'avait pas de téléphone portable. Filmer, c'était pas à la portée de tout le monde. Faire des photos, on était encore en argentique, ça coûtait de l'argent. C'était pas les photos, on ne pouvait pas prendre 1000 photos. Et il y avait dans la bande celui qui déconne. Et effectivement, moi, j'occupais plus cette place-là. J'étais loin d'être le meilleur en skateboard, mais la bande réunie faisait qu'effectivement, on était heureux, quoi. On était heureux. On avait 14 ans. On avait des parents qui nous faisaient confiance. On pouvait aller skater le soir. On se retrouvait skater la nuit. Et ça, moi, je remercie mes parents de m'avoir donné cette liberté. En tout cas, c'est à la fois un rapport de confiance entre nous. Ils savaient très bien que j'allais pas faire n'importe quoi, même si évidemment on faisait des cons. On a 15 ans, c'est sûr et certain qu'on en a fait des conneries. Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis skateurs et des gens tellement différents aussi. J'invite moi les jeunes parents qui nous écoutent, si vos enfants, votre fils ou votre fille veut se lancer dans le skateboard,
encouragez-les parce que c'est vraiment à la fois un sport, mais c'est aussi un truc qui te nourrit l'esprit. Moi, j'ai découvert des milliards de choses. J'ai découvert de la musique, d'autres cultures, et tu croises des gens de tous les univers. Il y a sans faire de trucs un peu trop bateaux, le golf, c'est pour telle catégorie sociale. Le skateboard, pour le coup, c'est un truc qui réunit les gens. Oui, c'est un vrai lifestyle au-delà du look, au-delà de... Totalement. Mais il y a aussi une philosophie. C'est comme le surf. Il y a comme ça des sports où tu as un rapport à l'autre, un rapport à la ville, un rapport à la nature. Et voilà. Donc moi, c'est un mouvement et un milieu qui m'est cher. Alors aujourd'hui, j'ai 46 ans, je me garderais bien de faire des flips pour éviter de me ridiculiser, de me casser tous les... Pourtant, c'était ton truc, à part. Pourtant, c'était mon truc. Mais en tout cas, je suis toujours... et notamment, là, pour le coup, Instagram a une utilité incroyable. Moi, c'est ma vitrine. Je me nourris aujourd'hui de ce que font les jeunes skateurs et c'est toujours aussi beau à voir. C'est-à-dire que c'est une culture qui a évidemment évolué, mais pas tant que ça non plus, technologiquement parlant. La planche en bois, c'est toujours la même. Il y a eu des petites évolutions, évidemment, mais en tout cas, l'esprit est toujours là. Et c'est un pavé assez important de ma structure ou de mon inspiration. Est-ce que c'est aussi le skate qui t'a fait oser, qui t'a permis de prendre des risques, parce que c'est aussi une discipline qui nécessite un peu ça dans sa pratique? Totalement. Après la passation familiale du grand frère qui t'incite à oser des choses, le skateboard, effectivement, ça a été une forme de dépassement de soi, ne serait-ce que pour se jeter au-dessus de 10 marches et arriver en bas et pas vraiment savoir ce qui va se passer. Il y a cette envie-là, et surtout la folie de se dire, tu t'es fait mal en essayant de les sauter, ah bah tiens, recommence. Donc il y a effectivement une certaine forme d'abnégation, de masochisme aussi, mais c'est vital, notamment pour des jeunes ados quand t'as 14 ans, le dépassement de soi et certainement une certaine forme aussi, et c'est ça qui est bien dans l'émulation collective, de se dire ah tiens, lui il l'a fait, moi aussi je vais essayer de le faire. Mais voilà, toujours avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis on est aussi à une époque où ce type d'ovni apparaît. J'imagine que tu regardais ça aussi, non? Ouais. Alors là, on a juste pour dans la chronologie, là on a refait un petit bond de 3-4 ans en arrière quand même, parce que moi le skateboard c'est vraiment 89, et là je pense qu'on est en 84. Moi j'ai 9-10 ans, mais j'ai un souvenir aussi très précis de HIP avec Sydney derrière son micro, diffusé sur TF1, ce qui était quand même assez... Ce qui est énorme et qui est complètement, comme tu l'as dit, un ovni télévisuel, un ovni musical, et pourtant le jeune enfant que je suis à 10 ans, sans aucune considération culturelle, sociale, d'où vient ce mouvement, c'est-à-dire que complètement déconnecté de savoir, ah oui, donc c'est des mecs de New York qui font, qui samplent de la musique, des boîtes à rythme, qui ont des choses à dire, ça vient de tel ou tel quartier du Bronx, tous, donc la naïveté de l'enfant, et c'est ça qui est assez génial finalement, et je pense que tu as lancé aussi ce podcast pour aller à la recherche de ça, mais cette naïveté de l'enfant, tu délestes toute considération, et tu absorbes l'essence même dans ce cadre précis, de la musique. Et effectivement, moi, ce côté répétitif, ce côté, il y a un groove, le flow des rappeurs me fascine, alors que je suis pas forcément destiné à cette culture ou à cette musique. Et je me souviens très bien, je faisais du mimétisme. Il y a une photo assez marrante chez mes parents où je suis, moi, petit bourgeois en short, les chaussures bien vernies, avec mon gant blanc de breakdancer et ma casquette sur le côté, tout à fait ridicule. Mais ce qui est génial, c'est de te dire qu'à 9 ans, tu t'appropries un peu les choses. Et du coup, cet environnement, cette culture, cette street culture, le rap, le graffiti, le skate, c'est quelque chose qui, pour toi, qui est venu naturel. Alors, qui est venu naturellement. Alors, HIP, encore une fois, là, j'ai 9-10 ans. Donc, pour l'instant, je l'absorbe sans vraiment savoir ce qui se passe. Et à cet âge-là, encore une fois, tu vas pas fouiller chez tel ou tel disquaire, t'es encore un peu trop petit. Mais c'est au fil du temps, et en grandissant un petit peu, que tu
tu rassembles un peu les pièces du puzzle. Et je me souviens, donc à HIP-HOP, ensuite, je commence à avoir un peu d'argent de poche, j'ai un manche-disque à la maison et je vais commencer à m'acheter mes premiers disques. Et c'est effectivement les 2 premiers 45 tours que j'achète, c'est Status Quo, In the Army Now, on va comprendre pourquoi, super choix, et BVSMP, I Need You, et là, BVSMP, I Need You, qui fait le lien avec HIP-HOP, qui est un disque de rap, un peu petit frère de LL Cool J à l'époque. Et là, effectivement, la musique rythmique, répétitive, commence un peu à prendre le dessus dans mes goûts musicaux. Et la grosse déflagration, c'est Run DMC, Aerosmith. Donc là, on est en 89, MTV, Walk This Way, et qui est le clash des 2 cultures, à savoir le rock et le hip-hop. Et effectivement, j'avais découvert Run DMC en allant au Canada voir mon frère et mon père, et j'avais ramené, j'avais ramené 3-4 cassettes de Run DMC à Paris. J'avais ramené un poster en pension. Alors j'étais en pension à Saint-Nicolas, et dans le dortoir donc de 120 garçons, je vous laisse imaginer, le gardien, en tout cas celui qui s'occupait de nous, m'avait autorisé à mettre, je me souviens très bien parce que j'avais un lit collé à un mur, il m'avait autorisé à mettre au-dessus de mon lit un poster de Run DMC que personne ne connaissait. Personne ne calculait, mais il y avait quand même, encore une fois, dans les 120 garçons du dortoir, certains commençaient un peu, c'était le début aussi de, alors j'allais dire invasion, mais c'est pas très joli comme terme, mais on commençait à avoir Canal+, les matchs de basket, les Lakers. La vague de la culture américaine. La culture américaine qui commençait un peu à prendre le dessus, donc on voyait ces pompes, les superstars Adidas, donc on voyait un petit peu les starters de Run DMC, donc même sans savoir qui était et ce que représentait ce groupe, il y avait quelque chose de graphiquement qui commençait un peu à faire tilt dans les petits cerveaux de nous tous qui étions en 6e à l'époque, quoi. Et puis, je crois qu'il y a quand même l'arrivée, la découverte des Beastie Boys aussi, qui est un rendez-vous. Ouais, bah c'est dans la foulée. Run DMC, Aerosmith et Beastie Boys et leur Fight for Your Right to Party. Voilà, 3 rappeurs blancs de Brooklyn qui révolutionnent le rap, donc musique de culture black. Tout ça, évidemment, orchestré par Rick Rubin et Russell Simmons, les fondateurs de Def Jam, super bien orchestré. Et en fait, cette mise en scène, disons, mais une mise en scène heureuse, a ouvert les portes, et grâce aux Beastie Boys, se sont faufilés dans l'ouverture Run DMC, LL Cool J et compagnie, qui ont fait les succès de Def Jam à l'époque, et passé le rap d'une sous-culture ou d'une subculture ou d'une culture underground à quelque chose de beaucoup plus mainstream. Mais ce que j'ai aimé avec les Beastie Boys, c'est qu'il y avait toujours ce décalage, c'est-à-dire que tu peux être en haut des charts, mais en marge de la société, et c'est ce qui nourrit ma vie et ma passion pour la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que les choses qu'on produise deviennent populaires, mais tout en ayant une proposition un peu alternative ou en décalage de ce qu'on peut vous faire entendre ou vous vendre à longueur de journée à la télé ou sur vos radios. Donc il y a vraiment un attachement. Et si tu résumes un peu le hip-hop, le rock alternatif, le skateboard, tout ça sont des subcultures. Alors subculture, c'est assez joli en anglais, sous-culture, c'est moins joli. Donc j'aime bien parler de culture alternative, mais c'est ça. Donc c'est ça qui m'a nourri. Mais encore une fois, sans rester dans une bulle. L'idée, c'est que cette bulle monte et éblouisse le plus de gens possible. Alors dans cette bulle, on va y ajouter la musique électro qui va évidemment rentrer dans ta vie. Alors comment on écoute encore Stéphane, alias DJ Falcon? Nos années de skate, on va dire vers 17, 18, 19 ans, il commençait à y avoir un peu ces rêves un peu sauvages autour de Paris, faire souvenir, parce que la manière dont ça se passait, c'est vraiment drôle, quoi. Grosso modo, on attendait le vendredi ou le samedi soir. Je crois que c'était sur Radio FG. Ils donnaient un lieu de rendez-vous pour une navette. Ça paraît hallucinant, en fait, quand on en parle maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un lieu de rendez-vous. Souvent, c'était Porte-Maillot, etc. Bam, il y avait des bus qui faisaient la navette dans une espèce d'endroit un peu sauvage, sur une espèce de hangar, etc. Et là, on se retrouvait à 5, 6 000 personnes. On savait pas où c'était, on y allait complètement à l'arrache. C'est drôle, c'était un peu naturel, on a tous un peu suivi. Donc on a commencé nos premiers rêves comme ça. C'était un peu notre première approche à la musique électronique. Ah non, c'est incroyable de se dire que effectivement c'est assez fou. Bon, et là encore une fois, gros big up à ma mère
de m'avoir autorisé à me retrouver comme ça. Il a raison, c'est vrai qu'il y avait porte-maillot, quoi. Il y avait moi, porte-maillot, porte de la Chapelle, c'est mes deux grands souvenirs. Et effectivement, on montait dans des bus que des mecs qu'on connaissait pas avaient loués. On nous emmenait genre à 60 bornes de Paris. Et alors, pour tout vous dire, il m'est arrivé, moi, plusieurs fois de me retrouver à je ne sais où, à 6 heures du matin, tout seul. J'avais perdu tous mes potes, parce que, voilà, pour telle ou telle raison. Et tu te dis, merde, comment je vais rentrer? Mais sur le flyer, il y avait marqué qu'il y avait des navettes, et là, il n'y a plus de navettes et tout ça. Donc, je suis rentré 3-4 fois avec des gens pas très nets. Donc, ça m'a fait un peu flipper. Mais c'est vrai que c'est assez génial comme parcours initiatique, en tout cas pour découvrir une autre culture, qui est cette culture de la musique électronique. C'est assez fascinant, et c'est une chance inouïe pour nous d'avoir connu ça. Puis on dédiabolise un peu. La rave, c'est aussi quelque chose qui parfois a des connotations un peu dérivantes, avec des contextes potentiellement dangereux. C'était pas le sentiment non plus. Mais c'est pas grave non plus si ça l'est. Évidemment que ça peut faire peur, et je pense qu'il faut entendre les deux. Nous, on l'a vécu, donc effectivement, on s'en est plutôt pas mal sortis. Mais je peux complètement comprendre que des parents flippent, se disent « Bah non, il y a quoi? Il y a des drogués, il y a ceci, il y a cela. » Bah ouais, évidemment. Après, c'est l'entourage, l'éducation qui fait que t'es plus ou moins hermétique ou étanche à te laisser embarquer ou à perdre le contrôle. Et quelquefois, de perdre le contrôle, c'est pas si mal non plus, tu vois. Donc, il y avait ce côté un peu interdit, sinon on n'irait pas. Si t'as 16 ans et on te dit, ah ouais, non, c'est safe, c'est clean, c'est bien organisé. Alors que là, il y avait quand même cette connotation de franchir un truc, te retrouver avec un barrage de flics, une soirée qui s'arrête à 3 heures du matin. Mais c'est ça qui rend, après, on n'était pas non plus on a tué personne, il y a pas eu de drame en tout cas. Mais c'est un endroit, ce qui me fascine avec le recul et un peu en analysant un peu tout ça, ce qui était génial, c'est que c'était des choses qui étaient organisées par des mecs de notre âge. Quand je dis de notre âge, moi j'avais à peine 18 ans, mais c'était quelque chose qui était fait par, je fais pas du jeunisme, mais qui était organisé par des mecs de 20-25 ans. Et donc, je pense que ça a aussi donné toute cette puissance à cette culture de la musique électronique qui, aujourd'hui encore, nous fait vivre. Mais quelque chose, voilà, de détaché du système. Alors, je suis pas un anti-système non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quelque chose en marge des soirées qu'on peut avoir dans les boîtes de nuit des Champs-Élysées, des concerts bien organisés, des choses comme ça. Là, il y avait quelque chose comme ça. Alors, très influencé par la culture anglaise, puisque les raves sont d'abord arrivés d'Angleterre. Les Anglais, c'était pour aller en contradiction des fermetures des clubs, etc., etc. La musique électronique, pour le coup, était vraiment très mal vue là-bas. Et nous, on l'a fait aussi à notre façon, mais il y avait une émergence comme ça de la musique électronique dans les clubs parisiens, finalement, qui commençait à arriver. Là, on est au début des années 90. Et finalement, il y a eu quand même une espèce de complémentarité. Tu pouvais très bien aller voir Laurent Garnier au Rex le jeudi soir en 1993, et le vendredi, te retrouver dans une champignonnière. Mais c'était pas incompatible. Et effectivement, DJ Falcon en parle là vite fait dans le micro. On écoutait Radio FG et on écoutait une émission qui s'appelait Rave Up, une émission mythique. Et effectivement, le vendredi soir, on savait qu'on sortait, mais on savait pas où on allait finir. Alors cette époque, on l'aura compris, début des années 90, t'as les chakras ouverts, t'es vraiment curieux de tout. J'ai les cheveux rouges. T'as les cheveux rouges, tu fréquentes le salon Who's Next, tu commences à mixer. Ah bah là j'ai les cheveux roses. C'est le What's Up Bar. Oui, oh là là, What's Up Bar. Dans 11e, le 11e, ouais. Tu commences à organiser tes premières soirées, les soirées hype au Folies Pigalle. Il y a le fumoir, c'est l'époque du Palace avec David et Cathy Guetta. Là ça y est, c'est parti, tu deviens actif. Complètement, c'est marrant, c'est une bonne introduction. Moi, je pense avoir été actif dès 92, donc dans les premiers rêves, où je pense que on a tous été actifs, justement, même si t'étais pas sur scène ou dans l'organisation, le fait de participer, en fait, tous les participants ont fait que cette culture devienne quelque chose. Donc, mon activité, je la date à partir de 1992, et cette première rêve pas si loin, d'ailleurs, à Saint-Denis, Spasme. Mais effectivement, il m'a fallu un petit 3-4 ans pour décider de me lancer. Et je vous faisais des petites anecdotes en vous disant, de temps en temps, à 6 heures du mat, je me retrouvais à Champigny, je sais pas comment rentrer chez moi. Et un jour, j'ai poussé les portes du Rex Club, du Folies Pigalle, et je me suis dit, ah mais tiens, il y a la musique que j'aime en bas de chez moi. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé un peu dans la club culture. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chez toi, t'as un synthé, Alors chez moi, c'est là aussi ça. C'est les platines, comment ça se passe? Platine. Parcours initiatique que j'invite tous les jeunes aficionados de musique électronique à suivre. Si t'aimes la musique électronique,
particulièrement la house ou la techno, il faut que tu t'achètes des vinyles, que tu ailles comprendre. En tout cas, le vinyle, c'est notre outil de travail, mais c'est notre outil d'expression. Donc, il faut aller chez les disquaires, acheter des vinyles. Donc, pour écouter des vinyles, il faut s'acheter une platine. Et ensuite, s'acheter un sampler, une boîte à rythme, pour comprendre comment est fait cette musique. Et moi, j'ai fait tout ça, en fait. J'ai été danser, j'ai été m'acheter les disques que j'entendais dans les soirées, j'ai été m'acheter une platine pour apprendre à mixer comme dans ces soirées, j'ai acheté mon sampler pour faire mes premiers sons. Et là, t'es tout seul ou t'as aussi un pote qui vient Non, là, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis bien entouré puisque très vite, je rencontre Thomas Gilman du groupe Daft Punk. Et effectivement, j'achète mon premier sampler et boîte à rythme en 97. Donc, ça fait déjà un an et demi que je travaille pour Thomas Gilman. Évidemment, eux, ils ont 70 ans d'avance puisque leur home studio est un endroit de compétition. Ils ont toutes les boîtes à rythme de l'époque. Thomas a un bagage culturel. Son père, il a baigné dans les studios d'enregistrement de son père. Donc, et ils ont de toute façon une maîtrise incroyable. Et donc, effectivement, moi, j'ai 20 ans, 21 ans. Je vois tout ça et je me dis, tiens, moi aussi, j'ai envie d'en faire. Avec beaucoup moins de réussite, évidemment. On est là aussi, c'est assez intéressant, 95-96, à une transition aussi technologique où l'envie de home studio, donc de créer un studio d'enregistrement à la maison, devient possible puisque les machines deviennent un peu moins chères, elles deviennent un peu plus petites. C'est pas encore non plus accessible, c'est pas open bar comme aujourd'hui l'est Ableton ou FL Studio, des logiciels que tout le monde peut avoir sur son ordinateur en claquant d'un doigt. En 96, c'est pas encore le cas. Il faut aller chez Backstage, une des boutiques mythiques de Pigalle pour s'acheter des boîtes à rythme ou des choses comme ça. Mais ça coûte quand même 10 000 francs, qui sont des sommes à l'époque assez dingues. Mais il y a une vulgarisation en tout cas de la production musicale. Et donc c'est assez fascinant de vivre ça. Et moi, évidemment, je m'engouffre là-dedans et je m'achète une MPC 2000 qui est un espèce de tout en un, boîte à rythme, sampler, séquenceur. Et avec ça, je commence à faire mes premiers morceaux, quoi. T'en gardes quel souvenir? Tu sens que c'est le métier qui est possible, ça y est, il y a quelque chose une projection professionnelle par rapport à tout ça? Ou c'est juste du plaisir perso chez toi? Alors, c'est assez... je m'attendais pas à me livrer autant ce matin à ton micro. Moi, j'ai jamais réfléchi en termes de carrière, mais de façon très égoïste à mon propre plaisir. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais ça marche pas mal. Ouais, mais c'est ça. Tout ce que je fais, il n'y a pas de plan de carrière je fais les choses qui me plaisent en essayant d'embarquer un maximum de gens et d'être responsable des choix que je fais. Donc, j'achetais des disques parce que ça me faisait plaisir. Je mixais parce que j'adorais mixer. Et effectivement, quand t'as la chance, donc là, on est en 1995 et j'organise mes propres soirées. Et il y a un créneau pour que les gens sachent qui est toujours un peu chiant, c'est le début de soirée et la fin de soirée. Les DJ sont toujours un peu réticents au début, ça me fait chier de mixer, il y a personne sur la piste. Et à la fin, moi à 5h du matin, j'ai envie de rentrer chez moi. Et donc je me retrouvais souvent à faire les warm-up et les closings de mes propres soirées. Et c'est vrai que passer après Dimitri from Paris ou DJ Grégory, c'est une chance inouïe. Et effectivement, sentir aussi, quand tu passes des disques, sentir une réaction du public et savoir que il y a un tel pouvoir, et c'est assez grisant et c'est assez addictif. Et je m'en suis jamais remis. Et encore aujourd'hui, je mixe avec un plaisir inouï. C'est une chance inouïe qu'on a, nous, les DJ, de pouvoir se retrouver comme ça derrière les platines et de pouvoir partager ces moments-là avec le public. Alors on est en 1995, tu m'arrêtes si je me trompe, on est évidemment obligé de parler des Daft Punk et de cette rencontre qui va être évidemment un tournant aussi dans ta vie. La première fois que tu les vois, c'est à l'occasion d'un concert à Londres au Ministry of Sound, c'est ça? Ouais, on est en 94 et je suis avec DJ Falcon d'ailleurs. Je viens d'avoir mon permis de conduire et va comprendre pourquoi. Le premier voyage que je fais avec Falcon et des copains, on loue une bagnole et on va à Londres. Je vous laisse imaginer la galère de conduire à gauche à gauche. Hein. Bon, et à gauche ou à droite, vous comprendrez. En tout cas, enfin de l'autre côté. De l'autre côté. Et un soir, on va au Ministry of Sound, boîte mythique anglaise, et on va là-bas sans savoir qu'il y a Daft Punk. En fait, alors je vous avoue, le souvenir est assez lointain, donc je pense pas savoir qui est Daft Punk à l'époque. Personne ne sait d'ailleurs, puisque c'est un groupe tout neuf. Et il y a ce groupe qui joue dans la salle principale. Et j'ai un souvenir assez précis. Déjà musicalement, je tombe raide dingue amoureux de ce que j'entends. Et je passe la soirée à danser comme un dératé sur une des enceintes du club.
en toute discrétion évidemment. Et à la fin du concert, je comprends qu'ils sont français et tout ça, et donc je vais les saluer, ils me donnent une coupe de champagne et tout ça. Mais c'est tout, voilà, cool, génial. Je pense que j'avais 20 ans, je n'avais pas grand-chose à dire, et je devais être bien fatigué en plus. Et au fil du temps, Daft Punk sort chez Soma, qui est un label écossais, donc là on est en 95, je crois. Et moi, je fais mes soirées au Folies Pigalle, et je vais un jour chez Radio FG, rue de Rivoli, pour annoncer ma nouvelle soirée au micro d'un journaliste. C'était l'Happy Hour à l'époque, c'était une des plus grandes émissions de FG. Je me souviens. Et il y a 2 invités, c'est moi pour parler de ma soirée et Thomas Gilman de Daft Punk pour parler de leur nouveau single Daft Punk. Et là, ça fait tilt. Je me dis, mais c'est eux que j'ai vu au Ministry of Sound, Daft Punk, mais ce morceau est incroyable, avec cette phase B, Rolling and Scratching, qui est un morceau d'une violence inouïe. Thomas avec un t-shirt Beastie Boys. Et donc, voilà, il y a eu un petit coup de magie et on s'est jamais quitté après cette interview commune. On a été bouffés ensemble, on a été au cinéma, on allait acheter nos disques ensemble. Il y a Gilda qui, beaucoup plus tard, a monté Kitsune, qui avait un magasin de disques et qui connaissait déjà bien Thomas et Guy Manuel. Et on s'est tous retrouvés à partager ces moments-là. Et un jour, on vit nos vies. Moi, j'organise mes soirées. Eux continuent à tourner en tant que Daft Punk. On se croise, on se perd de vue, machin. Et un jour, je déjeune avec Thomas c'est simple, en juin 96. Il me fait monter, donc on était rue Le Pic à Montmartre, et après on monte avenue Junot dans le studio de Daft Punk, et il me fait écouter des ébauches, dont une maquette de Around the World, qui était assez incroyable. Et en gros, dans son studio, et Thomas avait cette capacité-là à aimer. Il n'était pas dans la démonstration show-off, mais il était dans la démonstration assez généreuse. Et il me commence à jouer de tous ces instruments et toutes ces boîtes à rythme. Et à la fin, il me dit, bon, bah voilà, on a bien avancé, on est en train de faire notre premier album. Mais nous, on veut se focaliser sur la musique. On a besoin de quelqu'un pour répondre aux fax. Et il me montre un fax avec 1000 fax qui attendent d'être traités. Et il me dit, voilà, on aime bien ton énergie. On cherche quelqu'un pour nous assister. Et donc, moi, à ce moment-là, mes soirées se passaient plutôt bien, puisque j'ai été passé du Folies Pigalle, qui est une boîte que j'adore, au Palace, qui est une boîte mythique, et je faisais tous les vendredis soirs au Palace. Au fumoir du Palace. Et on est la fin de la saison des boîtes de nuit et tout ça, l'été approche, et on m'appelle pour me dire, tiens Pedro, après Folies, après Palace, est-ce que tu as envie de faire le Queen ? Et le Queen, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est le Graal de la house music à Paris en 1995. C'est le club gay le plus incroyable de la capitale, musicalement, socialement. Il y a un brassage comme ça de toutes les communautés, qui est assez génial, qui est d'ailleurs un marqueur aussi important sociétal pour la France, l'ouverture des clubs gays à la communauté hétéro et tout ça. Il y a un mélange, les barrières commencent un peu à tomber. Et donc, je fais un rendez-vous au Queen avec 3 autres copains pour parler d'une soirée qui va s'appeler Respect. Alors, on n'avait pas encore le nom des soirées à l'époque, mais moi, je fais le premier rendez-vous avec le patron du Queen à l'époque, et on se tape dans la main, génial. Tous les mercredis soirs, on va faire une soirée au Queen. On va inviter les plus grands DJ français, mais aussi internationaux, machin. Et une semaine après, je déjeune avec Thomas et qui me propose ça. Et donc, et donc j'ai dû faire un choix. Et donc je fais ce choix de partir avec Daft Punk et de répondre à ces satanés fax. Et là, c'est encore une fois, tu parles d'instinct, donc j'imagine que c'est la réponse. Mais tu prends conscience malgré tout que tu vas collaborer avec ce qui sera peut-être le groupe le plus marquant de l'histoire du début du XXIe siècle. Tu peux pas avoir conscience de ça. On est en 96, l'album est pas sorti, ils ont pas encore signé avec Virgin à l'époque. Il y a une excitation, il y a ce qu'on appelle un buzz, il y a une hype, mais entre l'excitation et la concrétisation et surtout l'écriture de cette histoire assez unique qui est l'histoire de Daft Punk. Non, moi j'ai 21 ans, je suis un peu tiraillé par je suis inscrit en fac de droit, mais bon, j'en ai rien à foutre. J'ai découvert les soirées, j'ai découvert ma capacité à gagner de l'argent
et de pouvoir être autonome. J'avais mon appart au-dessus de chez Bob, justement, sur l'île Saint-Louis, fasciné par cette nouvelle culture émergente, les disquaires qui ouvrent comme ça à droite, à gauche à Paris. On commence un peu tous à se connaître, on commence à créer un réseau assez rapidement. Des médias commencent un peu à nous faire confiance, on mixe sur Radio FG, les portes de Radio Nova s'ouvrent un peu plus. Donc il se passe quelque chose, mais quand tu as 21 ans, à part te dire « Ah ouais, c'est génial », la projection de se dire ça va devenir rentable, ça va devenir un métier, non, j'en savais strictement rien. C'était juste, j'étais fasciné effectivement par ces deux génies. Quand j'allais dans leur studio, je voyais effectivement, et il y avait un espèce de reflet que j'ai moi avec mon frère, de ces deux personnes que sont Thomas et Guy-Man, finalement, pour rejoindre ce que disait mon frère, eux aussi, c'est de yin and yang, c'est deux personnalités complètement différentes. Thomas extraverti, Guy-Man introverti. Dans toutes les interviews de Daft Punk, on le sait, Thomas qui prenait beaucoup plus la parole que Guy-Man, mais pourtant en studio, voilà, à deux, ils créaient ce qu'on sait, et ça a été magique. Et moi, ça a été effectivement un marqueur là aussi important dans ma construction. Mais là, on n'est plus dans l'enfance. Là, j'ai 20 ans. Là. Bah, c'est toujours une question qui revient dans l'émission. C'est quand l'enfance s'arrête-t-elle ? On va en reparler évidemment très vite. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette collaboration, c'est cette approche totalement anti-star system, qui te ressemble aussi, je trouve, pas mal. C'est quelle place, toi, tu estimes avoir quand même occupé dans ce que va devenir aussi Daft Punk à ce niveau-là? T'as participé à tout ça. Ouais, c'est intéressant, mais ça, c'est leur choix à eux. Hein. Pour le coup, moi j'étais à leur service. Moi, je sais rester à ma place. Le fait d'assumer ce star system ou d'être en marge de tout ce qui se fait dans le show business, mot que j'adore. Eux, déjà, ils avaient pas envie. Peut-être qu'ils avaient pas les épaules pour ça. Et c'était un choix à la fois philosophique, artistique, mais pas du tout tactique. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah oui, se cacher, ça crée le mythe, ça crée le mystère, donc ça donne encore plus envie. » Ça, c'est une résultante du phénomène, mais je pense pas que ça a été un choix tactique. Une stratégie. Une stratégie, exactement. Mais c'est marrant que tu penses ça de moi, alors que moi, pour le coup, je suis beaucoup plus à l'aise avec la prise de parole publique ou le... c'est clairement une de tes forces. Alors après, moi, effectivement... Pour revenir à ce que tu disais, moi, je cherche pas spécialement la lumière, mais effectivement, mon rôle, quand j'étais dans un endroit, on savait qu'ils étaient pas loin. Donc moi, j'étais un peu la vitrine ou le bouclier, quoi, voilà, le sas. Le sas, exactement. Et c'est un rôle que j'ai adoré tenir, d'être le filtre aussi des demandes entrantes, des sollicitations. Mais c'est un rôle assez très très précieux et assez génial parce que on échange depuis quelques minutes maintenant. Tu dois sentir le côté équilibré de l'être que je suis. Et effectivement, je pense que être aussi le tampon entre le groupe, en tout cas pour moi le groupe le plus fascinant du monde, et le reste du monde, te permet de garder les pieds sur terre et de pas t'enflammer quand tu peux connaître un peu de succès ou quoi que ce soit. Moi, je savais très bien où était ma place, quel était mon rôle. Là aussi, ça m'a forgé mon caractère et aussi ma capacité à assumer le rôle que j'ai vis-à-vis d'autres artistes après. Parce que Daft Punk, ça a été la première pierre. Ensuite, il y a eu DJ Mehdi. Ensuite, il y a eu Cassius. Ensuite, il y a eu Ed Banger. Et effectivement, tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, je suis assez armé pour assumer, être à l'aise de répondre à ce genre de sollicitations et en même temps savoir que le rôle d'un producteur, c'est d'être au service de ses artistes, quoi. Tu le dis très bien, en parallèle, tu continues la musique aussi sur un plan personnel, et puis avec d'autres artistes. Il y a notamment cette rencontre avec Mr. Flash, qui en 2002 va aussi t'amener à créer Ed Bangers Entertainment, une structure qui te permet de gérer justement les artistes avec lesquels tu travailles et que tu manages. Tu l'as évoqué, Cassius, Cosmo Vitelli, aussi le groupe de ton frère, Thomas Winter et Bog, ou encore DJ Mehdi. T'as à peine 30 ans, et là, tu deviens aussi, dixit le New York Times, le parrain de la scène électro française. L'enfant, il est encore là ou là, c'est quand même une transition et tu sens que tu es en train de devenir un adulte qui doit gérer quand même beaucoup de choses? Non, l'enfant est toujours là. Pour le coup, je suis vraiment un bon client de ton podcast parce que moi, je revendique cette flamme, cette naïveté, encore une fois, saine, de prendre les choses sans trop les analyser. Je suis pas complètement neuneux, mais j'aime bien. Même si tu as gardé toujours cette âme d'enfant, la gestion de toutes ces différentes casquettes,
Parce que ça fait quand même un cumul qui là commence à être conséquent. Tes journées sont, j'imagine. Mais c'est marrant parce que je pense qu'il faut être quand même assez irresponsable pour accepter toutes ces accumulations de responsabilités. Donc c'est peut-être finalement très enfantin de ma part de dire oui à DJ Mehdi, oui à Philippe Zdar et Boom Bass, alors qu'en fait je pense avoir réussi ma mission, mais peut-être que d'accepter tout ça, c'est complètement irresponsable, donc enfantin, donc naïf, et c'est très bien comme ça, hein, je suis très content, mais la façon dont je fais tourner mon label aujourd'hui, pareil, moi j'ai jamais fait un business plan, tu sais, tout le monde, le premier truc qu'on t'apprend à l'école, c'est ok, tu veux lancer ton business, tiens, fais-moi un petit tableau. Je crois que j'ai jamais fait un tableau de ma vie, à part pour faire des guest lists, mais j'ai jamais fait de business plan, donc ça c'est complètement irresponsable. Et pareil, le skateboard, on te dira, il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans. Et ouais, là aussi c'est enfantin. Donc non, je pense que ça n'a jamais, ça me colle à la peau. Hein. Je suis un enfant de 46 ans. Alors on va revenir évidemment sur cet épisode de Dead Banger. On est en 2003. Tu crées le label dans lequel tu mets en avant des jeunes artistes comme Justice, Sébastien, Mr Flash, il y en a plein, Breakboat évidemment. Quelle était un peu l'ambiance et l'esprit Dead Banger? Voici la réponse d'une personne qui est assez rapidement montée dans le train. C'était une bande extrêmement bienveillante menée donc par Pedro, qui lui quand même avait déjà vécu d'une certaine manière cette effervescence quand il s'occupait de Daft Punk. Donc il s'est assez vite positionné en chef de la colo. Il avait vraiment cette envie de transmettre quelque chose qui était de l'ordre de la bande de copains qui s'éclatent et qui bouffent la vie par les deux bouts. C'est vraiment ça le souvenir que j'en ai au début. Et puis en fait ce début il a duré pas mal de temps. Dead Banger a toujours la chance de rester dans le paysage culturel français et international, malgré les années, malgré les modes, malgré la pandémie. Ça, je pense que c'est vraiment lié à l'énergie de Pedro aussi, c'est qu'il a une énergie folle, où il arrive à embarquer les gens avec le même enthousiasme. Et ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît, et il a toujours cette même énergie qu'il arrive à transmettre à qui a envie de se laisser embarquer. Amen. Non, ça me fait plaisir d'écouter Amandine, la douce voix de mon Amandine. Le truc qui me rend le plus heureux, par exemple, avec Amandine, c'est que l'aventure Banger, ça a été un passage dans sa vie professionnelle, mais c'est quelque chose, je pense, qui la marquera toute sa vie. Comme elle marquera toute la vie du label aussi. J'ai pas grand chose à dire à part être très heureux d'entendre ces gentils mots. Effectivement, moi, il y a une réalité dans le label. J'ai une envie de changer la vie des gens. Alors déjà, changer la vie des gens avec qui je travaille, de mes artistes, de sortir de leur chambre, qui s'achètent des appartements, qui voyagent, qui rencontrent des gens, qui s'épanouissent. Ça, c'est une fierté énorme. Et après, de changer évidemment la vie des gens qui nous écoutent, les gens qui grandissent avec nous. Et effectivement, je reçois sans arrêt des témoignages. J'ai découvert la musique électronique avec le premier album de Justice. Je te connaissais quand tu faisais ceci, quand tu faisais cela. Aujourd'hui, moi-même, je fais de la musique. Alors là, on parle de nous, on parle de moi, donc, mais je sais que le grand bonheur de tous les musiciens ou de tous les artistes, de savoir que on change la vie des gens. Alors on est très loin d'être des super-héros comme les chirurgiens, mais il y a quand même cette notion-là d'accompagner les gens. Et ce qui est assez agréable avec Dead Banger, c'est qu'on accompagne les gens depuis quelques années maintenant. Là, récemment, on était à Londres il y a pas très longtemps, et j'ai vu des gens qui me disaient, tiens, j'ai ramené mon petit frère ou ma petite sœur. Et donc j'aime bien aussi ce côté de transmission. C'est la vie, un label, tu peux pas être toute ta vie le label du moment, le truc cool du moment, même si nous on n'a jamais cherché à être le label cool chaque année. Il y a un moment, il y a les modes, il y a les phases, mais j'ai l'impression que les gens sont quand même attachés au label. Il y a une espèce de côté Madeleine de Proust. Les gens s'accrochent à l'aventure Dead Banger, ou en tout cas se l'approprient, ils s'associent. Et moi, je peux être que heureux. Le label a fêté ses 19 ans. C'est assez grisant aussi de se dire qu'on a traversé tout ça. Hein. Ça y est, ce grand garçon est majeur. Alors, comment définir ta personnalité, ta réussite? C'est évidemment pas facile. On va écouter une tentative d'Amandine que je trouve plutôt pas mal. Il est toujours enthousiaste. Il a vraiment, s'il y avait de l'image, tu me verrais en train de mimer quelqu'un qui embrasse la vie, quoi. C'est une personnalité vraiment à part, Pedro, et c'est ça qui fait son charme et son charisme. C'est qu'il s'adapte à tout, en fait. Il peut parler aussi bien à Mokobé du 113 qu'à Brigitte Macron, et avec la même assurance, la même humilité, et finalement en réussissant aussi à sensibiliser son audience, quoi. Il y a vraiment cette personnalité qui met tout le monde d'accord. Il y a un truc, cette expression assez à la mode chez les Américains de think outside the box.
bah voilà, je pense que Pedro, ça définit bien la personnalité de Pedro, ouais. Je pense que c'est en dehors des cases. Là, elle va me faire chialer, Amandine. Ouais, parce que là, ce serait un peu présomptueux de qu'est-ce que je peux répondre à ça. Ouais, je suis à l'aise. Je suis. C'est marrant. Le grand écart Mokobé, Brigitte Macron. Oui, effectivement, moi, je me travestis pas selon mon interlocuteur. C'est-à-dire que j'ai la chance, effectivement, d'être à l'aise, de pouvoir rencontrer des gens de tous les horizons. J'utilise pas un langage différent quand je parle à un tel ou un tel. Mais donc, ça vient, encore une fois, pour rattacher au sujet du podcast, c'est certainement dû à l'éducation aussi. Tu vois, à un moment, je pense que la part des parents, c'est important. Et donc, je remercie là aussi mes parents de m'avoir éduqué dans l'ouverture d'esprit, l'envie de découvrir les autres, de pas rester dans un microcosme familial, culturel. Voilà, moi j'ai un beau-père franco-tunisien, donc le vendredi c'était couscous. Le mélange culturel, c'est la clé aussi de l'ouverture d'esprit. Voilà, donc surtout par les temps qui courent, j'ai envie de te dire. Oui, non, mais c'est ça, tu vois, et je pense que notre génération, on l'a plutôt bien assimilé, et on chérit d'ailleurs cette mixité. Aujourd'hui, effectivement, il semblerait que ça soit beaucoup plus problématique et cloisonné, et finalement tous les murs qu'on a un peu tous brisés, alors les murs, je fais évidemment une allusion à 1989, mais même les barrières musicales. Avant, t'allais chez un disquaire, tous les bacs étaient classés, t'allais dans telle boîte de nuit, il y avait tel type de musique, et nous on a tout fait pour péter ces murs et ces frontières et ces barrières, mélanger, justement, tout à l'heure je parlais du Queen, où les hétéros venaient danser tous ensemble, et aujourd'hui tout le monde, referme les portes, remonte les murs, dans tous les sens, que ce soit politique ou philosophique. Donc c'est vrai que c'est un peu dur pour notre génération, pour les gens des années 70-80, de voir que tous les combats qu'on a menés, d'ouverture, d'échange, voilà, de mélange. Et là tout le monde fait un peu la marche arrière, quoi. Tiens, un petit cadeau. Oh là là! On aime bien, dans Allons Enfants, offrir un petit cadeau à notre invité. C'est 3 fois Je rien, l'ouvre, hein. Mais tu l'ouvres et puis tu nous le décris. Oh purée, mais non, mais vous êtes trop bon. On a nos indices. Cyril Lignac, si tu nous écoutes, je t'aime. Non, mais alors là, vous pouvez pas me faire plus plaisir, mais quelqu'un vous l'a soufflé, ça, ou pas? Si, parce que c'est pas marqué dans ma bio, mais quelqu'un vous l'a soufflé, parce que ça, c'est un petit rituel, effectivement. On ne balance pas nos sources. Oh là là. Mais merci maman, quand même. 16 oursons guimauves. Laissez-moi vous dire qu'ils vont... Je leur laisse 2 jours. Non, je vais les partager en famille. Merci, alors c'est adorable. Non, évidemment, c'est ce côté enfance qui revient à l'esprit avec ces petites douceurs que tu pourras aussi peut-être partager avec tes filles. C'est la partie transmission qu'on aime aussi beaucoup dans Allons Enfants, qui est évidemment un thème que tu as déjà abordé et qui compte pour toi. Cette nouvelle génération, tu l'identifies comment? Quel rapport tu as, toi, justement, avec cette nouvelle génération, que ce soit dans ton univers personnel, dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes désormais avec qui tu continues à travailler, on l'a dit, tes filles, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Alors, vaste sujet, la nouvelle génération, en tout cas, celle qui descend dans la rue, celle qui écoute de la musique, celle qui va voir des expos, donc ceux qui ont entre 15 et 20 ans, ce qui est génial, c'est qu'on sent une force, on sent une envie de reprendre les choses en main, un peu ce qui a été le cas avec nous dans les années 90. Donc il y a peut-être eu une espèce de petit ventre mou, un petit laisser-aller entre les deux, même si une génération c'est 25 ans, mais bon, trichons un peu. J'ai l'impression que là, il y a une envie un peu, et tant mieux, de reprendre les choses en main, d'égalité, de mixité, Il y a quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, mais justement, c'est bien que les jeunes se les approprient et arrêtent de se laisser embarquer là où on veut les embarquer. Donc là, on peut que se féliciter. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait un engouement en ce moment pour une musique électronique qui est complètement déconnectée de ce que je fais. Donc, je suis assez bien placé pour apprécier le sujet. Mais revenir à des choses beaucoup plus dures musicalement, recréer l'esprit rêve dont on parlait au début du podcast dans les années 90, il y a ça aujourd'hui. Et c'est des jeunes qui font ça et qui n'ont pas besoin de nous. Ils veulent pas se taper des mecs de 46 ans dans leur soirée. Et moi, je trouve ça très bien. Et il y a effectivement un côté politique à tout ça, mais qui est très bien. Que les gens
à notre façon, nous aussi, c'est assez marrant parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce qu'Headbanger est politique ou pas? Et j'ai toujours dit, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir des pancartes? Quand tu fais une petite photographie de qui nous sommes, quand tu regardes mon duo avec DJ Mehdi, je pense qu'on a un peu tout dit, ou en tout cas, ça parle pour soi. Mais je suis assez optimiste, contrairement à tout le monde, en me disant qu'il y a une espèce de prise en main un peu de leur futur, parce que j'ai l'impression qu'ils se rendent compte leur futur est pas si loin. Peut-être que nous, à 15 ans, quand on nous parlait de l'an 2000, ça nous paraissait si loin, alors qu'aujourd'hui, je pense que les mecs de 15 ou 20 ans, le futur, c'est 2022 ou 2000, tu vois, et c'est très très bientôt. Le rapport au temps a complètement changé aussi, mais bon, là, c'est encore une autre histoire. Et après, pour faire un autre bond, plus pour mes filles, encore une fois, comme tous les parents, j'ai envie d'être optimiste, parce que effectivement, si tu commences à baisser les bras en disant quel monde on leur laisse, ça va faire c'est on crée de l'angoisse. Voilà. Donc moi, je suis assez optimiste aussi. Encore une fois, je suis un peu naïf mais optimiste quant à l'utilisation des nouvelles technologies. Je pense que effectivement, Internet, ou en tout cas, ça fait beaucoup de mal, mais ça fait beaucoup de bien aussi. Et donc moi, je regarde toujours le verre à moitié plein. Voilà, elles ont de la chance, elles sont petites, mais elles ont accès à un tas de choses. La musique, effectivement, il y en a 24 heures sur 24 à la maison. Elles ont accès elles-mêmes. Je conseille à tout le monde un petit tuyau de parents pour vos enfants. Le lecteur CD chez Muji, c'est un lecteur CD mural. Et tu mets un CD, alors plus personne n'achète de CD, mais s'il vous plaît, continuez à acheter des disques. Et tu mets un CD super facilement, c'est un espèce de manche-disque 2020, quoi. Et il y a une petite ficelle que mes filles tirent toute la journée. Et elles écoutent beaucoup Busy Bee en ce moment. Je les remercie. Mais bon, des fois, c'est un peu saoulant qu'elles écoutent tout le temps les mêmes musiques, mais c'est assez marrant. En tout cas, il y a un rapport au son, à l'image qui est beaucoup plus instinctif chez elles. Je pense qu'elles vont être beaucoup plus rapides. Et je me permets une petite transition aussi par rapport à l'idée de transmission. Et en même temps, je profite de cette audience que tu m'offres. J'ai essayé de monter avec quelques amis un festival qui s'appelait Stereo Kids. J'allais y venir. Et on a fait ça, on a fait 3... j'en parle parce qu'hier soir, on m'en a encore parlé. Pour tout vous dire, on m'a dit, alors, quand est-ce que tu fais le prochain Stereo Kids? Stereo Kids, on rappelle, c'est né en 2013, un concept justement de concert un peu événement, exclusivement dédié aux 4-12 ans. C'est ça. Et qui a pour objectif de rendre la musique des parents accessible aux enfants. En plus des concerts, sont proposées des animations telles qu'un salon de tatouage éphémère, un studio de radio où tu pouvais interviewer des artistes. Il y avait aussi cette intention de proposer de l'initiation aux différents instruments. Ouais, il y avait une school of rock. L'idée, c'était alors j'adore ça, c'est nos amis québécois qui disent ça, mais de déniaiser. Tout de suite, quand on parle de musique et de l'enfance, on pense surtout Chantal Goya, Henri Dess, personnages que je me garderais bien de critiquer, qui ont une place incroyable. Moi-même, j'ai adoré, j'étais amoureux de Dorothée, donc c'est très bien que l'initiation musicale passe par eux, par ce genre de personnages. Mais moi, ce qu'on voulait proposer, c'était la musique des grands accessible aux enfants. C'était aussi dans l'idée de transmission, parce que ça s'adresse aux enfants, mais les parents, c'était pas une garderie, il fallait que les parents soient là. Sauf qu'il y avait un périmètre. On a fait ça à la Cigale, qui est une salle de concert mythique à Paris, et je serais ravi d'en faire à Bordeaux, à Lyon, à Saint-Étienne ou à Lens. Voilà, c'est une initiative qu'on a lancée comme ça avec 2 autres couples. Ça a été un moment assez génial de voir l'engouement et l'envie des parents de passer ce moment-là avec leurs enfants et de voir que les enfants étaient aussi réceptifs à Philippe Catherine, à Oxmo Puccino, à se jeter derrière les platines avec Justice. C'était incroyable. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée parce que je pense d'une certaine façon, alors là, je jette des fleurs, mais bon, c'est la vie. Je pense qu'on a été tellement généreux dans la proposition qu'on a complètement délaissé le business plan. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant 3 années, c'était absolument pas rentable. Et avec toute la bonne volonté du monde, je pouvais pas financer comme ça éternellement un projet. Mais c'est vraiment une perche si des entrepreneurs et des gens de bonne volonté ont envie. Moi, je serais ravi de m'associer, plus le faire tout seul parce que c'était assez épuisant, mais de monter une équipe. Parce que c'est un projet, en tout cas, qui nous tient à cœur et qui a une utilité, je pense, sociale et culturelle, d'ouvrir un peu les chakras de nos enfants, mélanger les enfants, leur faire découvrir des choses. Et surtout, moi, en tant que père de famille, je sais quel kiff c'est de passer une journée avec ses enfants. Et là, c'était ça l'idée. C'est-à-dire que les parents, ils étaient super contents de découvrir tel ou tel artiste et de voir leurs enfants sauter partout, quoi. Eh ben, j'espère vraiment qu'Allons Enfants pourra participer
à ce nouveau projet et que, évidemment, il retrouvera une place très rapidement dans nos vies. La dernière question, c'est la question un peu signature d'Allons Enfants, justement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Pierre, s'il était là maintenant face à toi, celui qui avait sa petite tête d'ange blond aux yeux bleus, qui n'osait peut-être pas encore passer du temps dans la chambre de son grand frère? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant, s'il était face à toi? Alors ça, c'est la question psychanalytique par excellence, c'est-à-dire est-ce que tu veux remonter le temps? Eh ben moi non, justement, donc je lui dirais ne change rien, fais toutes les conneries que t'as faites, ne change rien, va peut-être chez le dentiste, fous un appareil, mais c'est le seul truc, sinon fais va tout droit. Hein. Un grand merci. Je voulais juste qu'on se quitte avec un dernier petit message qui m'a beaucoup plu et j'espère qu'il te plaira aussi. Pour moi, quelque part, c'est une forme de héros en soi. Même s'il peut être chiant avec moi, même s'il peut être con avec moi, ça c'est le truc de famille. Ce mec-là, c'est un mec sérieux, quoi. C'est un mec qui s'est battu, il a fait ce qu'il avait envie de faire jusqu'au bout. Il a fait ses rêves. Et Dieu moi, si c'est pas difficile de les réaliser, surtout en ce moment, lui, il l'a fait. Il l'a fait en rendant des gens heureux, tu vois. Et je pense que lui, ce qui le rend heureux, c'est de rendre des gens heureux. Malgré les difficultés du monde. Rodi Sonek, frérot. Moi, je dis bravo. Je suis fier de mon frère, pardon. Fier de mon frère. Là, tu serais directeur. Parce que quelque part, c'est mon fier ou ma fierté. Quel poète. Lui aussi, c'est mon héros. Hein. De toute façon, c'est la vie. Hein. Les petits frères, les grands frères, ça va dans les deux sens. Et c'était délicieux, tout ça. Un grand merci. Ayez tous des héros. Et puis, grâce à toi, pour boucler la boucle, Summer is always coming. Merci, Pedro. Merci. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.